Bienvenue à tous. Merci de vous joindre ce soir à ce webinaire qui est donc consacré à la campagne d'investissement participatif qui est initiée par Emerion. Emerion est une start-up française qui développe des technologies très prometteuses contre le cancer du cerveau et notamment le glioblastome, qui est la forme la plus agressive et la plus répandue de ces pathologies. Pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Dominique Macaire, je partage l'aventure d'Emerion depuis quasiment le début. Et je continue d'accompagner cette équipe sur sa partie communication. C'est pour ça que j'assure l'animation de ce webinaire ce soir. Alors, ce soir, on accueille plusieurs fondateurs et partenaires d'Emerion. L'objectif, c'est de pouvoir répondre à toutes les questions que pourraient se poser les potentiels investisseurs particuliers dans l'entreprise. Alors, évidemment, en tout premier, nous avons Maximilien Vermandel, qui est l'un des inventeurs de la technologie Emerion et qui est à la fois donc le fondateur et le CEO de la société. Donc, il nous parlera évidemment du projet d'entreprise, de sa technologie et surtout de l'ambition qu'a l'entreprise sur les marchés du traitement du cancer. On a un autre inventeur de la technologie ce soir qui est présent. Il est rare, donc c'est bien. C'est la personne du professeur donc, Nicolas Reims, qui est le premier neurochirurgien au monde à avoir testé la technologie MRN dans le cadre d'essais cliniques sur l'homme et qui a aussi participé à l'ensemble des travaux de recherche menés sur le sujet à l'INSERM et au CHU de Lille. Il n'y a pas meilleur connaisseur de la technologie Emerion et de son apport dans la neurochirurgie et le traitement du glioblastome. Nous accueillons aussi le docteur Marie-Édith Bonter, qui est spécialiste du développement clinique en oncologie depuis de nombreuses années et qui est donc Chief Medical Officer d'Emerion et qui pourra donc présenter l'ensemble des résultats cliniques obtenus actuellement par la startup, mais aussi la roadmap, la feuille de route que suit l'entreprise jusqu'à son accès au marché. Côté investisseur, nous avons donc ce soir Alexandre Demailly, qui nous fait l'honneur de sa présence. Alexandre donc, représente le fonds d'investissement Captech Santé, qui est le premier fonds santé régional en France, qui regroupe une quarantaine d'investisseurs privés et publics. Et c'est un des investisseurs historiques d'Emerion, il est là depuis le départ. Et évidemment, l'intérêt de son intervention, c'est de nous expliquer ce qu'il y a d'intéressant dans le projet Emerion côté investissement financier. Ensuite, last but not least, vous pourrez aussi échanger avec Marc Bessol. Marc est donc directeur pour la France de la plateforme européenne Capital Cell, qui est spécialisée dans les investissements participatifs, le crowd equity, en santé, et qui nous expliquera comment on peut facilement et rapidement devenir actionnaire d'Emerion en un claquement de doigts en toute simplicité. Euh, Durant ces interventions, l'objectif du webinaire, c'est évidemment de répondre à vos questions, de donner toute l'actualité de l'entreprise et voilà, d'avoir des détails qui ne sont pas forcément publics. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez via le chat du webinaire, hein, qui est ouvert à tous. Vous pouvez aussi lever la main dès la fin des interventions, qui prendront, je pense, à peu près une demi-heure. Nous vous donnerons la parole. Et donc, je laisse sans plus attendre la parole donc, à Maximilien Vermandel, qui est le CEO d'Emerion. C'est à toi, Maximilien. Merci. Merci. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, très heureux d'avoir l'opportunité de vous présenter notre projet et le sujet qui nous anime depuis quelques années maintenant. Déjà en recherche avant et maintenant dans ce projet entrepreneurial. Donc, peut-être que le plus simple, c'est de vous montrer un peu le sujet. Via quelques diapositives. Donc, je vais juste prendre quelques secondes pour partager mon écran.
Et voilà, vous racontez un peu le sujet et commenter avec l'aide notamment de Marie-Édith et du professeur Reims ces sujets. Donc euh, aujourd'hui, comme l'a précisé Dominique, on s'intéresse à des nouvelles technologies, des nouvelles approches de traitement du cancer en général, avec cette première indication qui concerne le cancer du cerveau, qui est le plus courant et le plus dévastateur, qui est le glioblastome. Euh, donc, c'est un sujet sur lequel on s'est penché depuis longtemps, notamment avec le professeur Reims, avec qui on avait déjà à l'époque de notre activité académique commune en recherche au CHU et à l'INSERM, envisager ces nouveaux développements. Donc aujourd'hui, c'est une maladie qui reste incurable, pour laquelle la récidive intervient assez communément aux alentours de 7 mois et avec une survie globale qui est très faible, aux alentours de 16 mois. Et c'est une maladie dite rare, néanmoins pas si rare que ça si on observe l'incidence dans le monde et l'incidence en France. J'aime bien rappeler qu'il y a autant de morts sur la route tous les ans qu'il y a de décès par glioblastome. Donc c'est un chiffre qui impacte. Donc la prise en charge reste très élevée malgré la faible efficacité. Et donc c'est évidemment pour ça que des nouvelles thérapies sont nécessaires. Il y a des acteurs qui viennent s'intéresser à ce marché, mais malheureusement avec un impact très négatif sur la qualité de vie, avec une efficacité très relative. Donc c'est un peu notre slogan. On doit et on peut faire mieux. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer Emerion et d'améliorer justement la prise en charge. Alors aujourd'hui, cette prise en charge, elle se regroupe autour de trois postes de traitement. Et peut-être que je peux laisser justement Nicolas expliquer ce standard de soins qui est le standard pour le glioblastome aujourd'hui. Tu peux nous éclairer sur cette prise en charge, Nicolas, s'il te plaît? Oui, donc c'est des tumeurs qui, à chaque fois qu'on peut les opérer, il faut les opérer parce qu'on sait que ça impacte le pronostic. Malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les tumeurs. Certaines sont trop profondes, dans des zones fonctionnelles, et on peut avoir le diagnostic qu'en les biopsiant. Donc, à chaque fois que possible, l'exérèse chirurgicale, qui seule, évidemment, ne suffit pas parce que c'est des tumeurs très agressives qui récidivent dans le foyer opératoire très rapidement si on ne fait rien d'autre. Et donc, le traitement et la chirurgie est associé, dès que possible, à une radiothérapie de la zone opérée, associée à une chimiothérapie. Pendant tout le temps de la radiothérapie, le patient a également une chimiothérapie péros, par la bouche. Puis, observe cette chimiothérapie à nouveau pendant 6 mois après la radiothérapie. Donc, c'est ce qu'on appelle le protocole Stupp, qui est le standard de soins communément admis de façon mondiale, on va dire, dans les pays qui peuvent, malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde, proposer ce standard de soins, donc chirurgie plus radiochimiothérapie concomitante, puis chimiothérapie adjuvante. Tu peux juste, pour marquer un peu les esprits, nous rappeler depuis quand ce protocole n'a pas changé? Ah bah, le protocole Stupp, ça remonte à 2005. Donc On est voilà, donc on a à presque voilà, 15 ans, presque 20 ans. Presque 20 ans. presque 20 ans d'un traitement standard qui n'a pas évolué. Et donc c'est dans ce contexte-là que nous nous sommes inscrits pour développer une nouvelle approche, une nouvelle prise en charge finalement. Et donc on s'est concentré sur déjà pouvoir s'insérer dans le standard de soins qui vient de vous être décrit, c'est-à-dire dès la prise en charge initiale et avant même les traitements adjuvants tels que la radio et la chimiothérapie. Donc avec un intérêt aujourd'hui pour l'instant, c'est de ne pas modifier le parcours de soins, c'est-à-dire d'avoir un apport incrémental euh, faiblement interventionnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer énormément le parcours de soins, mais avec une recherche d'efficacité évidente. Et donc, nous nous sommes intéressés à une molécule que nous avons redesignée à cette fin de thérapie et qu'on a appelée ici le pentalafène. Donc, on a ainsi une molécule, le pentalafène, qui ne se fixe que sur les cellules tumorales et est éliminé par les cellules saines. Et ce médicament a une particularité, c'est que lorsqu'on va l'illuminer avec une lumière spécifique,
en l'occurrence rouge, on va avoir un effet d'activation, ce qu'on appelle une photoactivation. Va s'en suivre un effet chimique, un effet photochimique, qui va amener à la destruction de la cellule tumorale uniquement, parce que cette lumière n'est pas toxique pour les cellules saines, et comme le produit n'est fixé que dans les cellules tumorales, l'effet combiné ne va être que à destination des cellules tumorales. En quelque sorte, partout où la lumière va passer, seules les cellules tumorales seront détruites sans affecter les cellules saines. C'est le principe même de la technologie sur laquelle on s'appuie. Et donc pour ça, on a développé tout un volet recherche académique pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, Emerion a été en mesure de développer un produit, à proprement parler, qui peut entrer au bloc opératoire. Et ce produit, il a été designé par une équipe R&D en collaboration avec Nicolas sur les différents aspects de design, d'interface utilisateur. Et on a ainsi aujourd'hui ce qu'on appelle l'Eliance Solution. C'est notre dispositif d'illumination au bloc opératoire, qui est un système laser complet, intégré au bloc opératoire, qui est adapté au workflow chirurgical et qui est aujourd'hui utilisé dans nos essais cliniques, notamment aux États-Unis. Alors, peut-être que Marie-Lise, tu peux nous faire un commentaire sur l'essai aux États-Unis et comment ça s'inscrit dans notre démarche d'investigation clinique avant mise sur le marché? Ah oui, Max, effectivement, notre technologie est déjà bien avancée sur le plan de son développement clinique, puisqu'on a 3 études cliniques, dont 2 qui sont terminées. Donc, une nouvelle étude qui, la troisième, est en cours aux États-Unis. Il y a eu un patient qui a été traité aujourd'hui même, d'ailleurs, et donc c'est très actif. Cette étude qui se fait maintenant aux États-Unis est vraiment quelque chose d'important parce que ça nous ouvre des perspectives globales très importantes. On peut dire surtout que effectivement, ces études cliniques ont démontré la sécurité du traitement Emerion. C'est un élément qui est tout à fait crucial puisque ça renforce et ça confirme notre potentiel de développement, ça minimise énormément le risque d'échec du traitement et notamment on voit bien que non seulement la sécurité est au rendez-vous, mais qu'en plus, en termes de résultats, les résultats que nous avons obtenus avec le traitement Emerion sont actuellement les meilleurs qui aient été publiés et enregistrés. Donc, ça reste effectivement très prometteur, Max. Donc merci. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la prise en charge des patients que nous proposons s'appuie sur ce diptyque médicament, dispositif médical. Donc on a le médicament pentalafène dont on vous a expliqué qui se fixait uniquement sur les cellules tumorales, et puis cet système laser d'illumination bloc opératoire qui va être utilisé au décours de la chirurgie. En substance, à la fin de la chirurgie, le maximum de tumeurs aura été retiré, et l'enjeu ici, c'est de éliminer les cellules résiduelles en bord de cavité opératoire qui sont généralement, le plus souvent, le siège de la récidive. Et donc, les résultats qu'on avait obtenus avec la première étude réalisée au CHU de Lille, je vous en parle après, mais ce que je voulais dire, pardon, c'est que justement, notre application s'intègre dans le standard de soins. Et dans le standard de soins décrit tout à l'heure par Nicolas, c'est 6 semaines avant les premiers traitements de radiothérapie. Donc c'est très tôt dans la prise en charge du patient. Et notablement aussi, on sait que ce traitement ne va durer que 30 minutes sur une chirurgie qui dure plusieurs heures. Environ combien de temps dure une chirurgie classique du cerveau, Nicolas, dans ce contexte-là? Très souvent 4 heures. Voilà, donc on voit qu'on a une intervention assez minimale d'une trentaine de minutes pour appliquer ce traitement. Donc c'est tout à fait acceptable dans la prise en charge et très très sécurisé dans sa pratique. Et ce que je voulais dire, pardon, et je vais te laisser commenter un peu ces résultats, Nicolas, c'est les résultats cliniques de l'étude Princeps qui avait été réalisée au CHU de Lille de 2016 à 2018. Et donc là, on voit des images du bloc opératoire, en l'occurrence, où cette thérapie avait été délivrée sur l'île. Donc, c'était l'essai Indigo. Je peux te laisser commenter, Nicolas, qui était donc le principal investigateur de cette étude.
Oui, déjà dans cet essai, c'était vraiment déjà un essai de faisabilité. Comment est-ce qu'on pouvait réellement intégrer l'outil durant l'intervention, voir comment ça se passait, et puis surtout apprécier les effets secondaires potentiels, la toxicité potentielle. Donc c'est vrai qu'on a quand même pu constater que l'outil était très, très, on va dire, très facile à utiliser au bloc, il s'intégrait parfaitement pour la chirurgie, que c'est effectivement un traitement qui n'est pas long, typiquement une demi-heure, ça, c'est parfaitement intégré à 3 ou 4 heures de bloc. Et puis, donc, c'était quand même il y a maintenant plus de 5 ans, donc on a pu apprécier des résultats sur le long terme. Donc, non seulement c'est vrai, sur cet échantillon de patients qui était limité, une survie sans progression assez élevée, mais surtout, à distance, on s'aperçoit qu'il y a eu pas mal de longs survivants. C'est des patients qui ont dépassé les 2 ans, puis 5 ans de survie. Au final, 4 patients sur 10 euh, étaient vivants à 5 ans. Donc ça, c'est assez élevé comme proportion de longs survivants par rapport à ce qu'on peut constater habituellement. Merci, merci. Et donc là, on voit vraiment que ça s'était intégré naturellement au geste chirurgical, euh, sans nécessiter euh, une équipe d'ingénieurs au bloc opératoire. Par exemple, là aujourd'hui, on illustrait aux États-Unis, l'étude clinique est en cours et Nicolas, Clément et moi, donc une partie de l'équipe est allée à Pittsburgh former en une après-midi finalement l'équipe à la technologie. Et aujourd'hui, ils sont en totale autonomie sur l'inclusion de leurs patients. Donc voilà, c'est aussi un gage de pouvoir proposer cette approche thérapeutique à très grande échelle, finalement très rapidement. Euh, Aujourd'hui, sur le marché, j'ai envie de dire heureusement, d'autres s'intéressent à cette problématique et proposent des solutions de prise en charge de ces patients atteints de glioblastome. Et donc, ce qu'on peut déjà voir sur le tableau de synthèse un peu ce qu'on appelle les compétiteurs dans le monde des biotech, c'est que l'association à la fois d'un médicament et d'un dispositif médical semble être une bonne idée, puisque l'ensemble de ces compétiteurs, justement, s'intéressent à cette combinaison de produits. Et on peut observer qu'aujourd'hui, Emerion est la seule société à disposer à la fois d'un produit en termes de médicaments et d'un produit en termes de dispositif médical. Donc c'est tout à fait intéressant en termes de protection et d'avancer en toute autonomie sur ce sujet. Et puis, comme on vient de le voir, on est les seuls à avoir des données préliminaires à la fois d'absence de toxicité et aussi d'efficacité préliminaire, encore une fois, sur ces données. Et enfin, on est aussi sur les deux territoires qui sont les deux plus grands territoires à considérer ces nouvelles approches thérapeutiques, à savoir l'Europe et les États-Unis. Donc aujourd'hui, on a transformé, j'ai envie de dire, cette recherche en une expérience entrepreneuriale qu'on a menée à 5 fondateurs. Hein. On est 5 cofondateurs dans l'entreprise et aujourd'hui, on est 3 pleinement opérationnels au quotidien sur ce sujet avec un range de compétences qui s'étend à la fois de l'industrialisation et de la technologie avec Clément, du médical avec Marie-Édith sur l'aspect design clinique et sur l'aspect financier et administratif avec Michel. Donc Clément, euh, euh, Michel et moi sommes les fondateurs hein, opérationnels sur le sujet et Marie-Édith nous a rejoint il y a 1 an et demi maintenant pour renforcer cette équipe et apporter sa compétence de design clinique sous aussi comment dire, le support d'un groupe d'experts scientifiques sur le sujet de la neurochirurgie et de cette maladie en particulier, internationale, dans lequel, bien sûr, travaille en collaboration Nicolas et notre collègue aux États-Unis, Kostas Hadjipanaïs. Et ensemble, on a réuni différents acteurs, à la fois des radiologues, à la fois des neurologues et des neurochirurgiens sur cette thématique afin justement d'observer la réalisation de nos études cliniques. Donc aujourd'hui, on a réuni toutes ces compétences afin avancer les étapes une à une jusqu'à la mise sur le marché que nous espérons 2028-2029. Et donc à cette échéance, et voilà, on est aussi sur des conditions d'investissement, donc c'est un sujet qu'on se doit d'apporter pour évoquer cela auprès des investisseurs, c'est que
l'idée étant de mettre sur le marché à horizon 2028-2029, on sera en mesure d'être une entité pertinente pour avoir un retour sur investissement à partir de cette date. Donc, l'investissement qui sera réalisé aujourd'hui via ce véhicule Capital Cell sera donc à terme, on appelle ça un exit. Donc, l'exit pour les investisseurs se fera à horizon 2029, ce qui est relativement court dans ces domaines des biotech. Alors, pour ça, on a déjà amorcé la pompe précédemment avec un premier tour qu'on appelle de seed, avec des spécialistes de l'investissement dans l'innovation et dans la santé, et notamment avec le fonds d'investissement Captech Santé, qui a significativement investi dans notre projet et qui aujourd'hui revient sur ce second tour de Serie A qui est en train de se réaliser. Et donc cet investisseur institutionnel spécialisé va adresser notre problématique parallèlement aux personnes privées qui vont investir via Capital Cell. Et c'est peut-être l'occasion de laisser Alexandre commenter leur motivation pour continuer l'aventure sur ce second tour. Alexandre, je peux te laisser. Super, Euh, merci Maximilien. Bonjour à tous. Donc en effet, comme Maximilien le disait, Captech Santé, c'est un fonds spécialisé en santé. Donc on a l'habitude d'investir dans des projets de biotech et de medtech. On en voit passer pas mal et c'est vrai qu'Emerion avait une saveur particulière à plusieurs égards. Bon, déjà une équipe de qualité extrêmement complémentaire, à la fois sur les aspects scientifiques et médicaux, sur les aspects évidemment techniques, et puis sur les aspects managériaux également avec Maximilien. Un des autres points qui avait été important pour nous, c'était finalement le marché, hein, évidemment. Un marché important sur lequel les concurrents proposent des solutions qui ne sont pas satisfaisantes pour les patients, qui ne permettent pas de d'étendre très longtemps le temps de survie sans récidive et également une entreprise qui avait des données cliniques d'une qualité et d'une maturité assez rare à ce stade-là, avec des données de safety qui étaient déjà extrêmement rassurantes, des premiers signaux d'efficacité comme le rappelait tout à l'heure Nicolas, avec des patients qui survivaient longtemps dans cette phase 1. Donc voilà, c'est un peu tous ces arguments-là qui nous ont poussé à investir la première fois chez Emerion. Et le réinvestissement, c'est bien sûr une dynamique un petit peu différente parce qu'on connaît beaucoup mieux l'équipe, on travaille avec elle depuis 2 ans maintenant. Donc on a vu sa capacité à délivrer la feuille de route qui avait été établie lors du premier investissement. On a vu également les données cliniques se confirmer. Donc c'est ce qui motive finalement notre réinvestissement et notre croyance et notre espoir pour les patients et notre croyance vraiment dans la capacité à Emerion à proposer et à mettre sur le marché un produit qui sera en mesure en tout cas d'avoir un impact réel sur les patients et sur leur espérance de vie. Voilà. merci. Donc pour Très nous, bien. pour nous, Emerion reste une société qui est en mesure de devenir une licorne, et c'est probablement ce qui explique le multiple proposé sur le site de Capital Cell. Alors justement, la transition, elle est parfaite avec ce que peut nous expliquer Marc Bessol, qui est donc le directeur France de Capital Cell. Donc Capital Cell, pour rappel, hein, pour mémoire, c'est la plateforme de Crowd Equity qui gère l'investissement participatif dans Emerion. Donc Marc, je te laisse la parole pour expliquer bon, déjà la façon dont Capital Cell a sélectionné ce dossier et puis tous les aspects pratiques qu'attendent, j'imagine, les participants à ce webinaire pour devenir actionnaire d'Emerion. Merci Dominique. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, Capital Cells, c'est une plateforme européenne qui est spécialisée en sciences du vivant avec une équipe dédiée aux sciences du vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des biologistes, vous avez des investisseurs, vous avez des doctorants et des chercheurs qui travaillent au sein de l'équipe de Capital Cell et donc apportent un savoir-faire métier aussi bien en biotech, en medtech que en e-santé. C'est une plateforme spécialiste
en santé, sciences du vivant. Dans le cadre de Emeryon, il faut savoir qu'il y a un processus de sélection qui est similaire à un processus de sélection d'un acteur de l'investissement institutionnel, dit VC, puisqu'aujourd'hui, sur 100 dossiers que Capital Cell reçoit, il n'y a que 3 qui passent le barrage de l'analyse de dossier. On appelle ça communément la due diligence. C'est un ensemble de critères qui permet d'évaluer la qualité du projet. Dans le cadre d'Emeryon, ce projet aujourd'hui est qualifié comme étant premium en interne chez nous, puisqu'en fait, le potentiel marché est très haut et très important et la valorisation est très abordable. Il faut savoir que tout investisseur aujourd'hui, épargnant, personne physique qui investit au sein d'Emeryon, investit au même titre et au même prix qu'un investisseur institutionnel. L'équipe aujourd'hui d'Emeryon nous a séduit et a séduit une communauté d'experts. On a aujourd'hui au sein de Capital Cell une communauté d'experts qui vient en supplément de notre analyse pour évaluer la technologie, mais aussi l'équipe, la propriété intellectuelle ainsi que son marché. Tous ces experts externes ont été complètement séduits par la qualité scientifique et la valeur ajoutée de ce projet pour les patients. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la campagne s'accélère. On arrive plutôt sur un processus de fin, puisqu'il y a une bonne collecte qui a été réalisée aujourd'hui, 900 000 euros, et on a un vrai succès sur la campagne d'Emeryon. Ça s'explique évidemment par la qualité intrinsèque du dossier qu'est Emeryon. Alors, l'investissement chez Capital Cell, c'est simple, hein, c'est un clic. Il suffit aujourd'hui de vous diriger sur le site internet et tout simplement en ayant connaissance du dossier Emeryon, vous allez voir, en un clic, vous pouvez investir et ce, à partir de 1000 euros. Je précise que cet investissement aujourd'hui donne droit à une exonération fiscale pouvant aller jusqu'à 50%, d'où l'intérêt aussi d'investir dans un projet comme Emeryon. Vous avez de l'avantage fiscal. Et je souhaite préciser un point très important. En introduction, Maximilien l'a si bien dit, vous avez autant de morts aujourd'hui du glioblastome que des accidents de voiture. Donc vous faites un investissement à impact social et médical fort aujourd'hui dans Emeryon. Donc on invite tout le monde évidemment à profiter, puisque la campagne avance très vite ces dernières semaines, de cette opportunité d'avoir un investissement à impact, de bénéficier de cette opportunité aujourd'hui chez Capital Cell. Merci Dominique, je te repasse la parole, je pense que tu vas arriver sur un point de conclusion ce soir. Merci encore pour votre écoute. Alors, conclusion, mais aussi ouverture, hein, parce que bon, voilà, on a été assez rapide sur la partie technologique, clinique et financière. Maintenant, moi, je souhaiterais effectivement laisser la parole aux participants du webinaire et savoir s'ils ont des questions à poser. Si c'est le cas, qu'ils les mettent, qu'ils les saisissent directement dans l'interface de chat ou qu'ils nous fassent peut-être un signe. C'est l'occasion de mentionner que dans l'ombre œuvre Clément Dupont, dont vous ne voyez pas le visage, et qui est le Chief Technology Officer d'Emerion, donc qui construit les lasers utilisés au bloc opératoire, mais qui ce soir occupe la partie technologique du webinaire. On le salue quand même. Je ne sais pas si vous avez des questions, j'en vois pas Ah, actuellement. Alors, moi, j'en ai quand même quelques Dominique, par en- rapport à en- ce que... Oui, pardon. non, non, voilà, on a tendance, mais que les questions viennent, mais si tu en as, je vais te laisser amener. Non, c'était juste pour illustrer un peu le déploiement de la technologie. Si tu me laisses juste 30 secondes, même pas, je Oui, oui, oui. peux partager ce qui a été réalisé justement récemment aux États-Unis. Alors, est-ce que vous voyez, voilà, c'est la première intervention aux États-Unis qui a eu lieu sous le mentorat, j'ai envie de dire, du professeur Reims, où on a passé le relais à Pittsburgh il y a quelques mois. Et donc aujourd'hui, voilà, la routine est prise et voilà, ils incluent les patients progressivement dans cet essai clinique. Ce qui se qualifie, ce que je disais tout à l'heure, vraiment la capacité de cette approche à être disséminée facilement dans plusieurs centres de traitement et forcément à grande échelle. Donc voilà, c'était juste pour commenter, illustrer un peu ce passage-là. Je te redonne la parole. Alors, moi, j'avais une question sur... bon, par rapport au lancement, on a parlé d'un horizon 2028-2029. La technologie Emerion pourrait concerner combien de patients en Europe et aux États-Unis à court terme?
Je ne sais pas si Alors, c'est Maximilien ou... oui, si. Aujourd'hui, voilà, si on fait un potentiel de territoire, on peut pas parler de marché, mais on va parler de territoire, hein, sur les territoires. On sait aujourd'hui que aux États-Unis, on peut adresser environ 6 000 patients par an, on va dire à un rythme de croisière, donc ce qui est beaucoup. Mais en fait, ces 6 000 patients par an, ça correspond à peu près, il y a 14 000 glioblastomes par an aux États-Unis. Donc ça correspond à une certaine portion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, 50% des patients atteints d'un glioblastome sont traités dans 100 centres uniquement. Et donc, ce qui fait que le déploiement rapide sur une centaine de centres permet de faire bénéficier un maximum de patients très rapidement la technologie. Donc, environ, dans un premier temps, 6 000 patients aux États-Unis, et puis le marché étant, on va dire, le territoire plus fragmenté en Europe, environ 3 500 patients par an les premières années. Donc ça ne concerne aujourd'hui que les patients nouvellement diagnostiqués, c'est-à-dire ceux qui vont bénéficier d'une chirurgie première. Néanmoins, on s'intéresse et on a envie aussi d'accélérer sur ce volet de la récurrence. Et c'est aussi en ça que ben, voilà, on constitue cette série A pour aussi parallèlement aborder le sujet de la récurrence. Alors, je ne suis pas le mieux placé dans l'assistance ici, mais Nicolas, quelle proportion de glioblastome est réopérable suite à une récidive selon les pratiques? Alors, généralement, comme la récidive se fait en bordure de cavité opératoire, peut réopérer beaucoup de glioblastomes qui avaient déjà été opérés à la première prise en charge. Après ça, c'est vrai que ça dépend du contexte oncologique, du délai de récidive. Si c'est un patient qui a récidivé très rapidement, malheureusement, ça se voit, bon, on n'a pas tendance à les réopérer. Mais le patient qui a eu un an libre de traitement, qui récidive, oui, on le réopère volontiers. Voilà. Et, En et, même- et, et, et tu me corriges si je me trompe, mais en plus, lors de cette récidive, il n'y a plus vraiment de standard de soins et la radiothérapie ayant été délivrée une première fois, elle ne peut pas être délivrée une seconde fois sur le même endroit. C'est aussi un point différenciant que nous, on porte, c'est que le traitement peut être administré à plusieurs prises en charge du traitement. Donc c'est aussi une caractéristique de l'approche. Dominique, tu as une question, c'est ça? Oui, il y a une question sur l'application de cette technologie qu'on vient de décrire sur d'autres indications que le cancer du cerveau et le glioblastome. Est-ce qu'il y a d'autres cancers qui pourraient être traités avec cette technologie? Alors, oui, c'est un sujet aussi qui nous anime. On est en train de rationaliser, on va dire, ces nouvelles approches de traitement pour certains cancers. Et donc, je peux laisser peut-être Marie-Edith commenter voilà, les sujets sur lesquels on planche actuellement en particulier. Oui, bien sûr, Max. Actuellement, donc, notre première indication serait les glioblastomes nouvellement diagnostiqués, mais comme tu l'as dit, on va plancher sur les récurrences, les récidives donc, de cette maladie, mais aussi éventuellement, donc, on pense élargir à d'autres types de tumeurs cérébrales et puis potentiellement à d'autres types de cancers pour lesquels on aurait effectivement des cavités opératoires chirurgicales bien délimitées où la technologie pourrait s'appliquer. Et on pense en particulier au cancer de la tête et du cou, par exemple, comme première application, certains cancers du poumon, certains cancers de l'ovaire. Donc, il y a pas mal de potentiel et je crois qu'on va y aller étape par étape, mais en commençant vraiment par rester dans le domaine des tumeurs cérébrales et peut-être tête et cou aussi. Oui, ben, justement, c'est un sujet qu'on a porté à la communauté européenne pour ces sujets, on va dire, le sujet principal étant la prise en charge du glioblastome, mais également ce qu'on appelle les méningiomes de grade 3 ou d'autres cibles thérapeutiques. Et on a reçu à ce titre le Seal of Excellence qui met un coup de projecteur sur l'entreprise pour justement son côté impact et innovant sur tout un ensemble de thérapeutiques. Donc effectivement, on ambitionne de tout transposer cette approche à d'autres cibles thérapeutiques.
le plus facile, j'ai envie de dire, dans la situation actuelle du développement, c'est une transposition quasi immédiate à certains problèmes neurochirurgicaux. On a une autre question sur sur l'application de la technologie sur d'autres terrains, c'est sur le terrain pédiatrique. Est-ce que la technologie peut être adaptée aux pathologies pédiatriques? Alors là, j'ai pas de précision si on parle du glioblastome ou d'autres types de cancers, mais On, on- est-ce que ça on- pourrait on- être envisageable? voilà. On parle ici d'une tumeur particulière du tronc, en anglais dit IPJ. J'ai oublié la signification de l'acronyme. Nicolas, tu peux m'aider? Ouais, c'est une tumeur diffuse du pont, c'est le gliome du pont diffus. Enfin, là, en français, voilà, c'est une tumeur très, très, très agressive, à la limite presque plus agressive que le glioblastome, bon, mais qui n'est pas opérable. Donc, justement, là, il y a pas question d'avoir une cavité opératoire. Il y a une question éventuellement de délivrer de façon, comme on dit, interstitielle, c'est-à-dire en descendant de la fibre optique dans la tumeur. Donc voilà. Donc, merci Dorothée. Gliome infiltrant du tronc cérébral. Et donc en effet, on est dans une problématique avec une approche de traitement différente. Et aujourd'hui, le sujet sur cette approche-là, c'est garantir la fixation du médicament sur les cellules du DIPG en particulier, et deux, comment amener la lumière d'activation. Et là, c'est un sujet aussi qui est complexe parce qu'effectivement, voilà, sur un trajet de biopsie, ça pourrait être envisagé, mais c'est vrai que là, le temps de développement, l'effort est assez conséquent. C'est un sujet qu'on se pose, on a déjà été sollicité là-dessus, euh, mais voilà, c'est assez complexe de mener de front ces différents sujets à ce stade d'une startup. Alors, j'ai une question plus pratique sur la possibilité d'assister, enfin voilà, d'avoir un replay du webinaire. Donc, évidemment, on va y travailler avec Emerion Oui, pour envoyer à tous les participants, puis ce sera public aussi, qui seraient arrivés en retard ou qui n'auraient pas pu assister au webinaire. Oui, on a finalement pas mal de questions sur les applications. Au niveau des pathologies, et c'est ce que soulignait Marc, c'est que bon, effectivement, ça reste un investissement où on sort sa carte bleue pour investir, devenir actionnaire, espérer un retour sur investissement. Mais il ne faut pas oublier que c'est voilà, un investissement qui nourrit un espoir chez les patients, chez leurs proches, face à une maladie qui est très, très agressive. Moi, j'avais une question pour le professeur Reims. C'est comment est accueillie la technologie par tes confrères, les neurochirurgiens? Qu'est-ce qu'ils en attendent? Et comment ils réagissent quand on leur explique ce qui est possible de faire? Ah, ils ont hâte de pouvoir s'en servir. Ils me disent, mais quand est-ce qu'on peut commencer? C'est une bonne nouvelle. Non, non, je crois que c'est enthousiasmant pour un acteur chirurgical d'avoir un outil supplémentaire, parce que finalement, c'est un outil chirurgical qui complète le geste, on va dire, mécanique d'exérèse de la tumeur. On complète ce geste en traitant les berges de la cavité. Et ça, c'est extrêmement attendu. Et oui, moi, toutes les équipes que je connais, à chaque fois qu'ils s'intéressent un peu à ce qu'on fait, demandent quand est-ce qu'ils pourraient participer à une étude multicentrique, par exemple. Ça, c'est sûr que c'est très attendu. Est-ce qu'on peut dire que l'adoption pourrait être rapide chez les soignants Sans de problème. cette technologie, même si ça demande une formation, Oui, mais une formation, on l'a vu, relativement courte. On peut très bien imaginer, comme ça a été fait dans la chirurgie fluoroguidée, bon, maintenant qui est quand même assez répandue, bah, voilà, avant de commencer la chirurgie fluoroguidée, je suis allé 2 jours sur un site expert, et même bon, la formation dure réellement une journée. Donc, je pense que former une équipe, voilà, en 24-48 heures sur la technique, ça ne pose aucun problème. Les outils ont été développés, pensés pour être facilement utilisés, applicables au bloc opératoire, comme disait notre ami Serge Mordon, qui est le cinquième cofondateur. Quand un outil, une machine au bloc à deux boutons, c'est un de trop. Bon, voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a autre chose à penser qu'à d'avoir un outil compliqué à utiliser. Là, l'outil, il est simple, il est facilement... euh, une équipe qui ne s'en est jamais servie, qui n'est pas experte en thérapie photodynamique, peut rapidement s'en servir, je crois. Et je crois que c'est ça, c'est en ça que c'est facile. La diffusion est vraiment très, très facile à envisager. Et elle est attendue. Elle est attendue.
Oui, mais merci je vois Serge en plus. Mais de rappeler ça, c'est vrai que ça a été une attention particulière sur laquelle dès le début on s'est focalisé, simplifier au maximum l'accès opératoire premièrement, et puis euh, faciliter l'application à tous les patients. C'est-à-dire que aujourd'hui le système va euh, euh, personnaliser le traitement en fonction de la cavité opératoire, de la taille de la tumeur, et sans calcul hyper complexe de dosimétrie de physique. Et ça, voilà, c'était notre cœur de métier au sein de l'unité dirigée par Serge, dans laquelle on a justement développé les premières POC, comme on dit dans le jargon, ou preuves de concept. Très bien. Alors, j'ai pas une question, mais j'ai une remarque d'une des participantes au webinaire qui demande si c'est possible de relayer à l'association des étoiles dans la mer. Mais voilà, des étoiles dans la mer, si je ne me trompe pas, Maximilien, c'est un partenaire de longue date. Il me semble que sa fondatrice était à l'inauguration et qu'on a des Exactement. échanges réguliers avec cette association. Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, elle nous avait permis d'être l'un des sponsors de la journée du glioblastome le 7 décembre, qui sera reconduite d'ailleurs le 7 décembre 2024, et on y sera bien entendu. Et oui, ça parce que ça fait partie aussi de notre mission de travailler sur cette problématique, mais aussi de sensibiliser le grand public à cette pathologie. C'est vrai que euh, voilà, on a un focus sur différents cancers. Il y a des moins pour certains cancers, ce qui est très bien. Et le glioblastome, par entre guillemets, encore une fois, sa rareté, a a moins de lumière, quoi. Donc voilà, Mais on a l'impression que c'est absolument, quelque chose qui a quand même changé ces dernières années, justement. Je pense absolument. beaucoup plus du glioblastome depuis 5 à 10 ans, peut-être plus 5 ans d'ailleurs, Oui, il y a 20 ans. Enfin, il y a 20 ans, on ne parlait pas du glioblastome. non, non, c'est ça. Et bon, une petite digression, on parle plus de cancer, moins de longues maladies. Je pense que aussi ça affecte aussi quand on commence à comprendre et à nommer, voilà, on traite mieux ce qu'on nomme, quoi, finalement. Donc, voilà. Alors, le principe de la campagne d'investissement, c'est en premier lieu de réunir des fonds pour pouvoir avancer, puisque la technologie est attendue par les patients et aussi les soignants, comme l'a confirmé Nicolas. J'ai une question pour Marie-Édith. Quelles sont les étapes là, qui nous restent à franchir pour bénéficier Oui. d'Eliance et du pentalafène au bloc opératoire? Mais déjà, donc nous allons terminer l'étude en cours, l'étude de phase 1 qui est en train de se dérouler aux États-Unis. Et puis, nous envisageons de démarrer une étude pivotale, c'est-à-dire une étude qui nous permettra de soumettre les données aux autorités pour avoir un enregistrement, idéalement d'abord en Europe. Donc, cette étude pivotale de phase 2, ce sera une étude qui confirmera l'efficacité du traitement et qui donnera suite donc à une autorisation à l'horizon 2029, une autorisation de commercialisation. Et à la suite de ça, on ferait une grande étude confirmatoire, comme le demandent en général les autorités, vraiment pour pouvoir entériner ce nouveau traitement dans la pratique. Mais je pense que là, pour nous, les étapes immédiates, c'est vraiment terminer la phase 1 et en parallèle, commencer dès le début 2025 une étude pivotale en accord avec les autorités. On est en train d'en discuter avec eux et on va la démarrer début de l'année prochaine. Voilà. Bien. Pour compléter, en fait, on a déjà entamé un dialogue avec les autorités de santé, donc l'EMA en Europe, la FDA aux États-Unis, pour justement dessiner leurs attendus qui nous permettraient d'arriver sur le marché. Donc, on bénéficie de voies d'accélération, ce qu'on appelle l'accelerated approval, qui nous permet justement d'être autorisé à commercialiser un traitement rapidement, et on ferait une étude, on va dire, de surveillance post-mise sur le marché, ce qu'on appelle l'étude confirmatoire, qui derrière verrait confirmer l'accès au marché. Et donc, c'est une voie tout à fait intéressante parce que ça permet aux patients de bénéficier des dernières technologies le plus rapidement possible. Et donc, comme on a déjà obtenu cette désignation orpheline en Europe
et aux États-Unis. Et, voilà, donc c'est un support intéressant pour nous gagner du temps. Très bien. Écoutez, j'espère que nos participants seront convaincus, hein. On voit que la pathologie est grave, que l'attente est forte chez les patients, chez les soignants, que, il y a peu d'étapes encore à franchir. Marie-Edith mène ça de main de maître, donc on va aller vite. Et qu'on a besoin voilà, Emeryon a besoin, pas d'un coup de pouce, mais a besoin de fonds, a besoin de soutien. C'est aussi, Maximilien, une Oui, volonté de c'est ta ça. part, hein, Oui, 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 de oui, absolument. sortir de C'est juste les... Voilà. l'idée aussi, c'est bah, voilà, de fédérer pas un fan club, mais une communauté autour de ce projet et le porter justement parce que bah, on sait que la parole bah, d'une communauté sur ce type de problématique, elle est très forte, très importante. Donc c'est euh, c'est essentiel, ça nous pousse, ça nous oblige et c'est très stimulant. Aujourd'hui, on parle d'un tour de table de 5 millions, 5 à 6 millions. On voit bien que Capital Cell, c'est une partie de ce gros tour de table. Et donc, ça dénote une vraie volonté pour le coup de réunir cette communauté autour d'un projet, voilà, de fédérer autour de cette approche thérapeutique. C'est simple, hein. On a été sollicité plusieurs fois pour des dons directement à Emerion. Et l'approche, c'est qu'on est une entreprise, on a vocation plus tard à être rentable. Et l'intérêt pour nous, c'est justement de pouvoir faire bénéficier non pas de dons, mais d'un investissement qui derrière sera reconnu comme tel. Donc voilà, c'est aussi, c'est aussi le sens de la démarche. Alors, c'est pas qu'un investissement et on est entièrement d'accord, puisque le crowdfunding va élargir le socle de soutien au niveau du projet et il va compléter le financement, mais c'est surtout un investissement social et de permettre à tout un chacun de participer à l'aventure en tant qu'actionnaire, partie prenante de cette aventure. Je précise qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution, que ce qui est proposé est vraiment disruptif et que l'investissement qui est fait de la part des épargnants est un investissement socialement responsable, impactant pour la vie des patients. Donc, ce n'est pas juste aujourd'hui une logique autre que celle-ci et le crowdfunding permet à tout un chacun de participer à cette aventure.